On en parle justement dans votre journal à travers ce livre que j'ai juste entre mes mains. Le Tchéboudjen, un patrimoine bien sénégalais, coécrit par Alpha Amadoussi et Fatima Falnian. Justement, Alpha Amadoussi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Si. Bonsoir, madame Sarah Sissé. Alors, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes philosophe de formation, président de la section sénégalaise de la communauté africaine de culture, administrateur de la Saint-Louisienne de la culture et de la recherche. Vous avez coécrit ce livre avec Fatima Falnian. Avant d'y parvenir, j'aimerais juste vous faire, parce que je sais par ailleurs que vous êtes multiples casquettes, on va dire. Vous avez également écrit sur le sport. Or, à l'entame de cette édition, vous l'avez vu, la violence continue de faire rage dans les stades. Quelle solution face à cette violence, à cette recrudescence de la violence dans les stades, selon vous? Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous savez, madame, aucun homme censé qui a une raison ne peut justifier la violence. Mais on doit l'expliquer. Il est évident que les frustrations sont là. Il est évident qu'il y a le mal-vivre qui est là. Il est évident aussi que même la classe politique n'a plus le sens des débats, c'est des querelles, à tel enseigne que l'atmosphère elle-même est polluée. Je crois qu'aussi on peut ajouter le manque d'instruction civique. Je le dis souvent, malheureusement, on n'en tient pas souvent compte. Un peuple a besoin d'être éduqué, pas seulement par les parents, mais par l'État, par les syndicats, par les partis politiques. L'éducation nous permet d'être en phase avec les normes sans lesquelles la vie en commun n'est pas possible. Et je crois que tous ces facteurs pris en charge permettent d'abord d'expliquer, ensuite de voir les solutions. Mais ce n'est pas facile, c'est compliqué. Il faut oser regarder les choses en face, les examiner minutieusement, en vue de voir des perspectives salutaires pour notre peuple. Alors la CAN, vous avez écrit sur la CAN d'ailleurs, la CAN c'est le 8 janvier prochain. Les chances de l'équipe nationale? La CAN, je tiens à dire deux choses. À un entraîneur, on doit tenir compte rigoureusement du choix des hommes, du choix tactique. On doit demander aux joueurs, comme il l'a fait en Algérie ou en Égypte, de mouiller le maillot. Mais le reste, c'est le football. Et malheureusement, en matière de football et de sport, le meilleur ne gagne pas toujours. Donc le Sénégal peut avoir la meilleure équipe, mais ne pas être meilleur sur le terrain. Ce que nous souhaitons, c'est que le Sénégal gagne, mais qu'on sache que tous les pays engagés veulent la coupe. Que tous les pays engagés ont leur marabout et leur croyance. Donc que la compétition soit belle et qu'on sente que, sur l'expression des jeunes, donne notre dire. C'est ça qu'on peut demander à l'équipe. Le sport, je vois que ça vous passionne. On aura certainement l'occasion d'en débattre une prochaine fois. Alors, on en revient à notre fameux Tchéboudjen qui vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Avec beaucoup de fierté, comme tous les Sénégalais, mais surtout avec apaisement, parce que j'ai côtoyé l'équipe et je sais les efforts qu'ils n'ont pas cessé de fournir pour que ce projet aboutisse. J'ai eu la chance d'être impliqué à 2 ou 3 reprises, mais comme l'a dit tout à l'heure le docteur Massamba Gueye, toute une équipe était là. C'était l'objet d'ailleurs de ma deuxième question, parce que cette consécration, elle survient juste quelques jours après la parution de votre livre. Je pense que vous avez fait paraître le 2 décembre et la semaine d'après, le Sénégal était sacré au niveau de l'UNESCO. Un livre dans lequel vous plaidez d'ailleurs en faveur de l'inscription du Tchéboudjen au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une coïncidence un peu troublante. Vous étiez dans le secret alors, ou c'était juste un hasard du calendrier? Plus qu'une coïncidence heureuse ou troublante, c'est une coïncidence, c'est réfléchi. Étant partie de l'équipe, on a eu un CRD ensemble, au sortir duquel j'ai dit à ma soeur Fatima, mais écoutez Fatima, on n'écrit pas souvent nos histoires et notre patrimoine. Le peu qu'on a eu à dire ici, nous deux, on peut en faire un livre. Et notre projet, c'est d'accompagner l'équipe. Nous savions que l'équipe était en plein travail, nous savions que l'équipe avait besoin d'argumentation et d'argumentaire, et notre projet, évidemment, ce n'est pas de substituer à l'équipe, mais de fournir à l'équipe le maximum d'informations et d'argumentation pour qu'au-delà du classement de l'UNESCO, que le dossier soit défendable. Et évidemment, nous avons pris en charge cette exigence et heureusement que ça a été concluant et je félicite la direction du patrimoine, je félicite tous ceux qui ont concouru à ce classement et je crois que le Sénégal, pendant la fierté nationale, il y a un enjeu, pas seulement touristique, mais financier. Pas seulement financier, mais économique. Imaginez-vous, si le Tchéboudjen est mondialisé, ça veut dire quoi? On va avoir plus de riz,
plus de poissons, plus de légumes. Donc, du point de vue financier, la conséquence me semble extraordinaire si, et seulement si, nos autorités prennent en charge cette exigence nouvelle. Alors, les enjeux, on en reparle tout à l'heure. L'histoire du Thieboudiène, elle est tout de même passionnante, il faut le dire. Alors, le colonisateur impose le riz indo-chinois aux populations autochtones à l'époque pour substituer justement aux cultures vivrières. Et les communautés, dans un contexte de résilience, s'adaptent, se l'approprient en créant cette recette à base de riz et de poisson, le fameux Thieboudiène. Et voilà, des siècles plus tard, ce plat se retrouve au banquet mondial de l'UNESCO. N'est-ce pas là une belle revanche sur l'histoire? Une revanche, pourquoi pas? Mais ce qui est important, c'est, comme vous l'avez dit, un processus. Parce que, justement, le Thieboudiène est né d'une violence économique coloniale. Tout le monde le sait, on a détruit une culture vivrière, le manioc, le mil, et on nous a imposé un riz d'Indochine qui était moins cher. On explique pourquoi c'est moins cher pour le colon. Mais les Sénégalais ont fait preuve d'un génie. Je n'y reviendrai pas, sinon vous ne lirez pas le livre. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu une bêtise, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce que la configuration qui était celle du Sénégal était la suivante. Le Sénégal s'est trouvé être le seul pays au monde dont l'alimentation de base était autre que ce qui était produit sur place. Tout ce qui vient du Thieboudiène, que ce soit, sauf hormis le poisson, à la limite l'huile et l'eau et le sel, tout était importé. On peut dire que c'est la page noire du Thieboudiène, de l'histoire du Thieboudiène. La nouvelle page, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans la vallée, en Casamance, dans les Niayes, on a produit suffisamment de légumes. Dans la vallée, les riz de la vallée est là, et on peut aujourd'hui avoir le Thieboudiène authentiquement made, j'allais dire uniquement made au Sénégal. Et l'enjeu important pour un pays qui cherche des débouchés. L'enjeu important pour un pays qui vit dans un paradoxe, madame. Nous sommes l'un des rares pays au monde où on a des terres cultivables, on a le soleil, on a des bras, on a l'expertise et on dit qu'on est pauvre. C'est terrible. Et l'opportunité, c'est que le Thieboudiène, une fois exporté, donne de l'emploi. L'espoir est permis. Alors, le nom de Penda Mbaye est accolé au Thieboudiène. Dans l'imaginaire collectif, Penda Mbaye, c'est cette femme saint-louisienne, cordon bleu. Mais vous nous apprenez dans ce livre que finalement, il y a très peu de renseignements fiables à son sujet. Cela veut dire quoi? Que Penda Mbaye n'a jamais existé? Non, ça veut dire que Penda Mbaye a été happé par la légende. Parce que la légende, c'est quoi? C'est pas de moi, il y a une référence. Quand on dit Penda Mbaye, on ne sait pas quel âge elle avait, où elle habitait, qui est, on peut dire, fille de Cône à Saint-Louis. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de Saint-Louisiens, dont Feu Golbert Diagne, mais on peut te dire qu'il est Penda Mbaye. Donc, il y a une passerelle entre l'histoire et la légende, à tel enseigne que pour donner l'adresse exacte de Penda Mbaye, décrire Penda, c'est ça que j'appelle la légende. C'est pas que ça n'a pas existé, mais il y a peu de renseignements. Mais, dans le livre, nous le montrons, de quelque manière, dans la préparation, dans la manière de servir le plat, dans la manière de concevoir et de servir les convives, le Thieboudiène est en dernière instance un hommage à la femme. À travers sa préparation, sa dégustation, vous nous apprenez dans ce livre un ensemble de codes qui fondent l'éducation à la vie familiale, le sens de l'hospitalité, du partage, en un mot, la teranga sénégalaise. Le Thieboudiène, pour véhiculer et enseigner la teranga sénégalaise, c'est votre conviction? Mais non, parce que justement, on nous apprend à bien nous comporter, à avoir le sens de l'autre. Parce que le Thieboudiène, évidemment, les Sénégalais ont du mal à consommer le Thieboudiène dans des plats. Le Thieboudiène, c'est le bol. Le bol, ce n'est pas le leket. Mais le bol a la fonction d'être collectif. Et le Thieboudiène nous apprend à vivre en tant que citoyen. La preuve, quand nous mangeons dans un bol, Madame Cissé, il n'y a pas de frontières traçables, mais chacun connaît sa place. Donc les frontières sont dans la tête, comme dit Wolof Ndiaye, là, on apprend à l'enfant à distinguer le bien collectif et le bien privé. Ce qui m'appartient à moi, et ce qui appartient aux autres. Donc, c'est une socialisation. Et même, on va plus loin. C'est les premiers ingrédients, j'allais dire. C'est le soubassement d'une éducation républicaine. Parce qu'on nous apprend que la République, c'est la chose publique. Donc, dans le Thieboudiène, au moment où on le consomme, il y a cette dialectique entre le collectif, l'individuel, mais aussi, il appartient aux adultes de me donner, moi, en tant qu'enfant, ce dont j'ai besoin. Ça, c'est le sens du partage. Et c'est sublime comme valeur.
Je vous invite à le lire, hein. C'est un livre savoureux. Au-delà de l'alchimie gastronomique, vous présentez aussi le ceebu comme un plat d'une valeur nutritive considérable. Hors de l'avis, monsieur Si, de nombreux nutritionnistes, nos habitudes culinaires sont la source de tous nos maux: hypertension artérielle, diabète, des mets trop gras, trop riches, trop salés, des légumes qui cuisent trop et qui justement perdent toutes leurs vitamines. Vous y répondez quoi? Vous répondez quoi aux nutritionnistes? Il n'y a pas de plat parfait. Et ils ont, quand au fond, raison. Et ce combat a été mené depuis belle lurette par le grand Rufisquois Tchadar Ndoye. Le talale, c'est pas bon. Vous prenez le riz. Vous le lavez d'abord, vous le rincez. Ensuite, vous taillez le sokay tog. Tu peux faire des éléments. On a un défaut culturel. Le nyor khom. Le nyor khom bahou. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, ces critiques, c'est pas pour rejeter le ceebu, mais c'est pour l'améliorer. Et je vous apprends, madame, que dans nos investigations, je ne ferai pas de la publicité, il y a des structures qui ont tout fait pour même voir dans quelle mesure on peut créer un riz consommable à moindre dégâts par les diabétiques. Donc vous avez raison, ça veut dire aujourd'hui quoi? Tout à l'heure, M. Kamara l'a dit. Il a dit quoi? Il a dit que il y a le concours de tout le monde. Aujourd'hui, pour que le ceebu soit le mieux parfait possible, il faut le concours de toutes les compétences. Nutritionnistes, diététiciens, tout le monde doit intervenir pour effectivement le... N'ayez pas vous peur qu'il perde aussi de sa substance? Mais non, c'est une question d'adaptation. Le ceebu, on peut l'adapter. C'est-à-dire l'animal qui est l'homme est le seul capable de faire face aux défis que lui pose la nature et l'évolution. Sous ce rapport, il n'y a pas de crainte. D'ailleurs, déjà, parce qu'à l'époque, quand on prépare le ceebu, on prenait quoi? On prenait 4 heures d'horloge. Aujourd'hui, avec le micro-ondes, ça va plus rapidement. À l'époque, quand on prépare le ceebu, il fallait un bon empiriste. C'est-à-dire, si vous tombez, alors, hors de nos frontières, au chapitre 4 de votre livre, vous faites référence à la gastrodiplomatie. Vous citez l'article de Mangoneka qui nous apprend qu'il suffit de prononcer le mot jollof rice en Afrique de l'Ouest pour déclencher une guerre entre États. Alors, à qui revient selon vous la paternité du jollof rice? Le jollof rice, c'est pour ceux qui disent le jollof rice. Ça leur appartient. Mais ce n'est pas le ceebu. J'ai dit dans le livre, le seul mot jollof trahit le projet d'usurpation du ceebu. Mais aussi, on est négligent, nous, Sénégalais. Imaginez-vous un plat aussi important. Vous verrez les rares livres consacrés à ce plat-là. À tel enseigne qu'on aurait tardé un temps soit peu, on l'aurait pris. Et je donne des exemples pour parler de gastrodiplomatie. Donc, je crois qu'il y a un enjeu qui est là. Et nous, justement, ce qui nous a motivés, c'est de dire, bon, au lieu de regretter, faisons un acte. Écrivons. Et en écrivant, que celui qui est mis par l'envie de lire soit aussi mis par l'envie de découvrir le ceebu. Et là, on vend, entre guillemets, le Sénégal. Le ceebu, un patrimoine bien sénégalais, il est alors bien menacé, hein, ce patrimoine. Il ne se passe plus une semaine sans que les pêcheurs sénégalais ne fassent des sorties pour dire que justement il n'y a plus de poissons dans les mers à cause de la pêche abusive des gros bateaux, des gros navires étrangers. Or, pas de ceebu sans gros poissons, il faut le dire. Si vous aviez aujourd'hui, monsieur Si, un message à faire passer à la fois aux pêcheurs et aux gouvernants, lequel serait-il? J'en tressaillis, madame. À l'idée qu'au moment où le ceebu est érigé en plat international, universel, on risque d'avoir des Sénégalais qui verront d'autres manger sous leur nez de ceebu. Un des vôtres m'a dit avant-hier, j'ai entendu à la radio, il a dit, c'est un sérieux, je crois, il a dit que, imaginez-vous actuellement dans les Almadies, on vend le plat de Mbakal à 9 000 francs. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Il n'y a plus de poisson. Et l'État est mis en demeure. Vous savez, il y a un débat sur les accords. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas accord signé ou pas signé. Ce qui m'intéresse, c'est le constat. Quel est le constat? La population, les experts, les pêcheurs, tout le monde remarque qu'Amoutoune. Et deux choses sont indexées. Les bateaux étrangers, mais aussi l'absence de repos biologique. Nous devons être disciplinés. Et regardant sur nos accords. Effectivement, ceebu c'est bien, mais s'il n'y a plus de djinn, où est le ceebu? Donc nous risquons de nous contenter d'un tiers de seconde zone pour que nos meilleurs poissons passent sous nos nez pour aller à l'étranger. Je vais souvent au marché, mais c'est pour constater les dégâts. Et là, c'est le paradoxe. Au moment où on en parle, tout le monde en mangerait, sauf nous qui l'avons inventé. Et là,
l'État est mis en demeure de prendre au sérieux cette exigence économique, culturelle, j'allais même dire éthique ou voire patriotique. C'est important. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, le riz est aujourd'hui une source qui nous permet d'embaucher les jeunes, de valoriser l'expertise et de nous positionner sur le plan mondial. Car il ne faudrait pas que la perspective du pétrole ou du gaz occulte une richesse du Sénégal, sa richesse culturelle. Juste avant de se quitter, une question. Au fait, vous l'aimez comment votre ceebu jën, avec ou sans xoñ? Quel est selon vous l'élément incontournable qui doit y figurer? Je vais vous suspendre. Vous surprendre. Nous, chez nous, on parle de ceebu jën rarement, pour les raisons que vous avez données. Deuxièmement, j'aime bien le xoñ, mais je n'ai pas les moyens de les consommer comme je l'aurais voulu au regard de mon âge. Mais j'aime regarder les Indiens en manger, ça me fait plaisir. Alpha Amadou Sy, merci. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Ce livre est tout simplement savoureux, ceebu jën, un patrimoine bien sénégalais paru chez l'Harmattan. Je l'ai lu très vite, hein. C'est un pur délice. Je vous le conseille vivement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. On se quitte avec le titre ceebu jën.